BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Oui, des marchés européens, allez, dans leur ensemble, qui sont légèrement positifs depuis le début de l'année. Le CAC 40 peut-être un peu en retard par rapport à d'autres indices. Wall Street également positif depuis le début de l'année, avec parfois, on parlait du secteur tech il y a quelques instants avec Vincent Fourcault d'Unciam. Oui, le Nasdaq 100 par exemple, qui représente les 100 grandes valeurs tech aux États-Unis. C'est du plus 10% déjà depuis le début de l'année. Et puis, le monde émergent qui a connu un très très bon début d'année, il faut le rappeler une fois encore, enfoncer le clou. Bruno Vanier, vous êtes avec nous en plateau pour en parler. Bonjour Bruno. Bonjour. Spécialiste de l'investissement dans les actions émergentes, vous êtes le président de Gemway Assets. Oui, alors après Trump, ça a été un peu compliqué pour les marchés émergents. Après une année 2016 qui a été quand même une année de retour en grâce de ces actions et de ces marchés émergents. Mais quel début d'année quand même pour les indices émergents pris dans leur ensemble là, depuis le 1er janvier. Hein. Oui, effectivement, l'ensemble des marchés émergents se portent plutôt bien, avec quelques exceptions, mais c'est vrai que les principaux, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la devise brésilienne est très forte également, tous ces marchés se portent très bien. Il faut dire ce qui sous-tend quand même cette bonne tenue, c'est les résultats. Les résultats des entreprises sont quand même plutôt meilleurs qu'attendus. Les prévisions du coup s'améliorent, quoi. Et finalement, on monte de ce qu'on va monter en termes de bénéfices pour le moment. Donc du coup, les valorisations, elles restent encore tout à fait attractives, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas juste de la hot money ou de la spéculation sur est-ce que la Fed va taper en... Enfin, parce que voilà, beaucoup de ces flux vers les émergents sont liés ou ont été liés à la force du dollar ou la faiblesse du dollar en sens inverse. C'est pas uniquement ça. Quand on regarde les fondamentaux du marché et des marchés, non, les résultats de l'entreprise, l'amélioration est significative. C'est vrai, on peut dire souvent qu'il y a eu une décorrélation dans le passé entre la force du dollar et la faiblesse des pays émergents sur la thématique du carry trade dollar. Sauf que c'est pas tout le temps le cas. C'est pas une corrélation qui est automatique. Hein, et effectivement, cette décorrélation, je veux dire, n'est plus tout à fait valable aujourd'hui parce que au-delà de transférer de l'argent sur les pays émergents ou sur les actifs émergents, comme ça a été souvent le cas, en comparant une rentabilité qui semble meilleure qu'ailleurs, c'est plus tout à fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on achète les pays émergents, les actions émergentes pour leur perspective bénéficiaire, encore une fois, qui s'améliore assez fortement, quoi. D'un point de vue cyclique, pour certains pays et pour certaines entreprises, hein, comme toute l'Amérique latine, notamment le Brésil, est assez cyclique. On voit un retour cyclique assez fort. On anticipe une économie brésilienne qui va être meilleure, enfin qui va être enfin bonne cette année et l'année prochaine. Il faut dire que on a des récoltes agricoles qui sont très très bonnes, ça aide quand même, hein, et ça fait baisser l'inflation en partie notamment, quoi. Et on a un potentiel de baisse des taux encore au Brésil extrêmement important. Même si la Fed augmente ses taux, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que la Fed a déjà augmenté ses taux, sans doute va les augmenter encore, qu'on doit avoir une politique monétaire restrictive dans les pays émergents. Absolument pas, c'est pas le cas. Il y a une année qui est très emblématique comme ça, qui est 2005, hein, où les taux d'intérêt américains ont monté de 200 points de base, alors qu'en général, les taux émergents ont plutôt baissé, donc le différentiel c'est considérablement réduit, hein. Bon, alors moi ce qui m'intéresse aussi, c'est sur la Chine. Vous dites les résultats d'entreprise, la croissance bénéficiaire est intéressante là pour les entreprises chinoises. Ça correspond à quel type de secteur? Est-ce que c'est des secteurs industriels, des secteurs exportateurs? Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements un peu macro sur oui, la Chine va mieux, oui, le monde va mieux, ou est-ce que c'est quand même des thématiques très sino-chinoises? C'est vrai qu'en Chine, on a un point, je dirais, fondamentalement positif et un point qui est positif à court terme, qui pourrait changer seconde moitié de l'année. Le point qui est fondamentalement positif, notamment dans les domaines industriels, c'est la coupe de certaines capacités quand même, et notamment dans l'acier, dans le charbon, plutôt dans les matières premières ou les matières, je dirais, industrielles transformées. Là, on a quand même des choses intéressantes, hein, de coupe de capacité qui permet donc au prix de ces produits d'avoir remonté, de rester à un niveau relativement élevé. Ça redonne de la marge de manœuvre aux entreprises qui sont les survivantes qui restent. Donc on observe ça, et ça c'est plutôt fondamentalement structurellement positif.
En plus, s'ajoute effectivement une sorte de, une reprise de la demande assez forte, monitorée par le gouvernement chinois, qui a fait un plan de relance depuis le quatrième trimestre 2015, qui porte ses fruits aujourd'hui. Donc il y a un effet d'entraînement également qui se propage au sein de l'ensemble de l'économie chinoise. Là, effectivement, on pourrait se dire que ça peut être de court terme. On pourrait avoir un petit ralentissement par rapport à ça au cours de la deuxième moitié, ou plutôt le quatrième trimestre 2017. Cela dit, au niveau des entreprises, on voit bien que ce plan de relance, en fait, quelque part, c'est une sorte de transfert de dette d'une certaine manière. L'État s'endette de manière plus importante. Alors, l'État chinois n'est pas très endetté, donc c'est pas non plus un énorme problème. Les ménages chinoises non plus ne sont pas très très endettés. Ils ont augmenté leur endettement à un niveau qui est, j'ai envie de dire, presque normalisé, quoi. Donc il n'y a pas trop de péril en la demeure, mais ça a permis aux entreprises qui vendent les produits, effectivement, de rentrer du cash et de réduire leur endettement, et ça c'est une très bonne chose pour la Chine, quoi. Bon, et puis une autre question, alors sur un énorme marché qui est le marché indien, comment est-ce que vous regardez le plan Modi? Alors il y a eu la TVA généralisée, je crois, la bancarisation des ménages, on a démonétisé, supprimé, je sais plus, 70-80% des billets en circulation, et puis les billets du quotidien, évidemment, ça aurait été trop facile sinon. Ils ont été remplacés en partie, quand même. Ils ont été remplacés en partie. Non, mais est-ce que l'économie résiste à ce choc, et puis est-ce que les entreprises indiennes résistent à ce choc? C'est ça qui est le plus extraordinaire, j'ai envie de dire, parce qu'on se devait d'être quand même un petit peu prudent, notamment sur les résultats du troisième trimestre fiscal, qui était notre quatrième trimestre de l'année dernière. Et en fait, force est de constater que ces résultats sont plutôt bons, quoi. Même dans certains secteurs où on pouvait dire que là, clairement, il y aurait eu un trou d'air. Il n'y a pas vraiment de trou d'air. Et donc, cette démonétisation s'est faite de manière extrêmement rapide, finalement, et dont l'impact n'est pas aussi important qu'on aurait pu le prévoir, quoi. On n'a pas eu le temps de prévoir la démonétisation, donc on n'a pas eu le temps de c'est déjà fait. Subir le choc. Non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, c'est qu'à moyen long terme, c'est plutôt une bonne chose. Ça rentre dans cette grande réforme indienne qui est la financiarisation de l'économie indienne, plus d'économie formelle, moins d'économie informelle. Tout ça est très bon pour les caisses de l'État d'une part et pour l'ensemble de l'économie en général. Donc globalement, ce trou d'air, on l'a passé finalement mieux que prévu. Et effectivement, les entreprises indiennes ont sorti des résultats qui sont meilleurs, à l'image un peu de Reliance Industries qui vient d'annoncer pour sa partie de téléphone mobile. Oui, parce qu'ils font de tout, Reliance. Ils font de tout, mais là, ils ont lancé il y a 5-6 mois, à peu près un peu moins de 6 mois, un service de téléphonie mobile qui s'appelle Jio, quoi, un peu comme Free. Qui est effectivement pas très cher parce que c'était gratuit pendant un certain temps. Ils ont aujourd'hui 100 millions d'abonnés. Bon, qui vont commencer à payer un petit peu à partir d'avril prochain, mais quand même 100 millions d'abonnés, il y a que dans ces pays qu'on voit ce genre de choses. Il y a que dans les pays émergents qu'on voit des choses aussi extraordinaires. Un dernier mot, Trump, on n'en parle plus. Ça plus les investisseurs dans segment émergent là. Ça reste un sujet, bien sûr, même s'il est un peu mis de côté, j'ai envie de dire à court terme, parce que c'est vrai que depuis un mois, les marchés se portent très bien. Quand même, le Mexique est un peu moins bon que les autres, donc on voit toujours qu'il y a au-delà des pays frontières des États-Unis, on va dire. On s'est quand même beaucoup posé des questions sur la Chine, qui est quand même, la Chine, c'est le plus gros exportateur vers les États-Unis. Alors, rassuré sur la manière dont les relations ont évolué peut-être depuis entre écoutez, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être un sujet monumental. Alors bien sûr, avec M. Trump, on peut pas toujours s'engager à long terme, mais so far so good, comme on dit en anglais. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de sujets à ce niveau, quoi. Merci beaucoup, Bruno. Merci d'avoir été avec nous pour faire un point sur quelques éléments clés de l'actualité de ces marchés émergents qui vont bien, qui vont très bien. Depuis le début de l'année, c'est les meilleures performances, on va dire, du marché. On monte sur notre fonds et sur les marchés à peu près de presque 10%. Oui, c'est ça, voilà. Depuis le début de l'année, donc plus 10%. Nous, à Paris, allez, on va prendre le CAC comme référence. On fait du 0+, on va dire, pour les actions européennes, un peu plus à New York également. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bruno Vanier, président de Gemway Asset sur BFM Business. On marque une pause.